Nous ne sommes plus à l'ère du négationnisme, nous sommes à l'ère d'un négationnisme d'atmosphère diffus, doux, face auquel on ne peut pas avancer d'arguments qui tiennent. Et c'est le combat des Juifs et d'Israël au XXIe siècle, d'accepter que notre vérité ne sera pas forcément entendue et de défendre le peuple juif et l'État d'Israël en ne nous souciant pas de l'opinion des nations. 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime. C'est un livre collectif qui vient d'être publié aux éditions David Reinhardt et Descartes et compagnie. Nous avons plaisir pour en parler d'accueillir Sarah Feinberg. Elle est directrice de recherche à l'Université de Tel Aviv, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Elle a bien sûr coordonné cet ouvrage avec plus de 80 contributeurs en collaboration avec David Reinhardt. Un ouvrage qui va faire date. On est ravis de l'accueillir. Bonjour et bienvenue Sarah. Bonjour Cathy. Alors c'est vrai que c'est un livre qui parle beaucoup de l'effacement du crime, du fait que tout ce qui s'est passé, toutes les actions terribles, les massacres qui ont eu lieu le 7 octobre ont été édulcorés très très vite dans les médias, on va dire, du monde entier. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à vouloir rédiger un ouvrage pareil, en tout cas coordonner un ouvrage aussi dense qui traite le problème dans tous les sens du terme? Au début, après le 7 octobre, on s'est confronté très vite à un paradoxe qui est le suivant. Le 7 octobre a été le crime contre l'humanité à visée génocidaire le plus médiatisé du XXIe siècle. C'est un crime qui a été retransmis en live, en direct, par les bourreaux eux-mêmes pour créer un effet de choc et d'effroi sur la terre d'Israël, au Moyen-Orient et sur l'arène internationale. Et en même temps, et c'est là le paradoxe que nous essayons de mettre en évidence, dès les premiers jours qui ont suivi le crime n'a pas tant été effacé qu'il a été contextualisé. C'est-à-dire que dès le départ, il a été lu à travers une certaine lunette interprétative datant, je dirais, des années 70-80, qui est une vision post-coloniale et wokiste du monde, aujourd'hui postmoderne, selon laquelle, en fait, ce crime, pour citer le secrétaire général de l'ONU, n'est pas arrivé dans un vide. Une citation qu'on trouve le 25 octobre 2023. Début décembre 2023, nous avons les 3 présidentes des centres du savoir des États-Unis, Harvard, MIT, Pennsylvanie, qui répètent sans cesse cette phrase « It all depends on the context », tout dépend du contexte. C'est-à-dire qu'au départ, on a dès le départ refusé de voir ce crime comme un événement, comme un crime contre l'humanité appartenant à la lignée d'autres crimes contre l'humanité, comme le Darfour, Srebrenica, Grozny, Boutcha et d'autres, puisque le 7 octobre fait partie de cette lignée-là, finalement. Et on l'a lu que comme un ratage du conflit israélo-palestinien, qui était certes tragique, mais qui pouvait se comprendre, voire, et je pèse mes mots, se justifier dans la longue histoire de l'occupation, résistance, vengeance des 76 dernières années. Alors pourtant, ça paraît incroyable parce que 1160 personnes sont mortes, ont été assassinées parce que mortes, c'est un peu trop faible, brûlées vives, etc., etc. Ça a été absolument terrible. Et ce qui a été encore plus terrible, c'est que sur les 900 corps qui sont arrivés, je crois, on va dire, à Tel Aviv pour les identifier, il y a 400 corps qui n'ont pas du tout pu être identifiés, je crois, jusqu'au 16 octobre, tellement ils étaient dans un état de décomposition avancé. Et malgré ça, on contextualise. Oui, alors il y a eu plusieurs phénomènes qui ont joué. Tout d'abord, on est face à un crime d'un mode nouveau. C'est ce qu'on a appelé dans notre ouvrage le crime, le TikTok, le pogrom TikTok. Il a été complètement médiatisé.
Deuxièmement, ça a été un crime qui a conjugué le mode opératoire des Einsatzgruppen, c'est-à-dire un massacre de masse avec une intention génocidaire et une participation massive des civils palestiniens. Là aussi, c'est un tabou en Occident. Il y a eu plus de 900 civils qui ont participé à des rapts, à des viols d'une violence inouïe. Et en même temps, conjugué à cela, nous avons eu les méthodes de Daesh, comme vous l'avez dit, Cathy, c'est-à-dire que on décapite des bébés, on viole des femmes, on viole des cadavres et on efface, on profane les corps. Voilà, il y a une profanation du corps. Et effectivement, après, nous nous sommes rendus sur les lieux de massacre, après notamment au camp Choura, situé à côté de Rehovot, où avait lieu l'identification des corps. Et les corps étaient si brûlés, si calcinés, si démembrés qu'ils étaient méconnaissables. Pour exemple, le corps de la petite Liel Etzroni, de mémoire bénie, une fillette de 12 ans du kibbutz Be'eri, a été brûlée vive avec son frère jumeau Yanaï, sa tante et son grand-père. Et il a fallu 6 semaines pour pouvoir l'identifier. Et pour l'enterrer, il ne restait plus rien d'elle. On a mis des jouets dans sa tombe. Israël a dû faire appel à des archéologues pour retrouver les corps. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à la fois, on a eu une hyper-médiatisation du crime et en même temps, on a eu un effacement délibéré des vestiges du crime. Les femmes violées n'ont pas pu parler puisqu'elles ont été massacrées. Elles sont mortes. Elles ont été massacrées avec une sauvagerie inouïe. Et donc, cela a aussi participé de cet effacement, puisque Israël, jouant le jeu de l'enquête, a mis du temps à reconstituer les preuves, à interviewer des témoins. Et donc, ce n'est qu'en février 2024 que UN Women a pour la première fois reconnu le fait que les viols ont été utilisés systématiquement. Donc, plusieurs choses ont joué. Il y a ce phénomène de l'effacement, mais il y a aussi d'autres phénomènes, Cathy. Et ce que nous avons vu là, c'est cet effacement, sinon cette justification du crime, est le résultat de 30 années de nazification d'Israël. Et c'est le seul mot qui puisse convenir. C'est-à-dire, voilà. Alors ça veut dire quoi, nazification d'Israël ? Ça veut dire qu'Israël a laissé faire, a laissé dire des choses innommables sur son État, sur son pays ? Ça veut dire que c'est quoi ? C'est l'Europe, le monde entier qui est rentré dans un espèce de narratif anti-israélien à tout prix ? S'il fallait faire une généalogie intellectuelle du LFI, de la France insoumise au XXe siècle, quelles en sont les racines ? C'est l'Union soviétique, nous sommes dans les années 60. Il y a une science qui se crée qui s'appelle la sionologia, selon laquelle Israël est un État qui commet des actes comparables à ceux des nazis. Cette rhétorique-là, de guerre froide antisioniste, va être reprise par les mouvements islamistes des années 90 et 2000 et vont être adoptées de manière très insidieuse par toute une gauche intellectuelle qui va verser vers le wokisme dans la fin des années 2010, début des années 2020. Donc il y a une généalogie intellectuelle très profonde, très forte, qui fait que des mouvements intellectuels de gauche qui sont à la pointe des élites non seulement intellectuelles mais décisionnaires de l'Occident, décisionnaires, sont des groupes dans lesquels on pense Israël en termes de coupables et en termes d'État proto-nazi. Et ce n'est pas pour rien que la Cour pénale internationale a renvoyé dos à dos le Hamas, une organisation terroriste coupable, je le répète, d'un crime contre l'humanité à visée génocidaire, et le Premier ministre Netanyahou, soi-disant coupable d'un crime contre l'humanité et d'un génocide. Et ce renvoi dos à dos est la preuve noir sur blanc de la nazification d'Israël. Que je sache, aucun autre pays démocratique au monde pratiquant une riposte parfaitement légitime n'a été mis au banc des accusés et nazifié comme Israël.
Alors, c'est une lutte que vous menez depuis longtemps, non seulement essayer de faire éclater la vérité et surtout de démanteler, on va dire, les mécanismes qui font qu'on en est arrivé là. Vous avez aussi été un fer de lance pour attaquer le Hamas, pour essayer de faire condamner en justice le Hamas. On le répète encore une fois, ce mouvement terroriste n'a jamais été condamné par aucune institution internationale. Vous en êtes où à ce niveau-là? Alors, il y a eu des procès qui ont été menés en France, aux États-Unis et ailleurs, mais nous sommes au début du chemin. Mais je vais vous dire, Cathy, ces procès sont une forme de réparation symbolique qui ont leur importance, mais qui paraissent vains face au raz de marée que nous connaissons, puisque le 7 octobre a ouvert finalement les valves d'une haine anti-juive globale et a rebattu les cartes des scènes politiques internationales. Je veux dire, nous avons des élections aux États-Unis qui se jouent, nous avons des élections législatives en France qui se jouent. Le 7 octobre est une question qui est entrée au cœur de ces questions-là, avec l'instrumentalisation de la question palestinienne par une gauche qui verse ouvertement dans l'antisémitisme et une instrumentalisation de la défense d'Israël par des mouvements de droite versant dans l'extrême droite, dans lesquels sont restés des apories du vieil antisémitisme du XXe siècle. Donc le 7 octobre a, si vous voulez, catalysé ces mouvements de haine, les a cristallisés et a contribué à rabattre des cartes politiques qui mettent les Juifs du monde entier et Israël en porte-à-faux, puisque nous sommes obligés nous nous retrouvons entre l'enclume et le marteau, et entre des mouvements extrêmes, nous instrumentalisant d'un côté comme de l'autre. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour en arrière possible? Je pense que non. Je pense qu'il y a un raz-de-marée intellectuel très profond, et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que nous sommes à l'ère de la guerre informationnelle. Et à l'ère de la guerre informationnelle, la vérité n'a plus d'importance. C'est le narratif qui a de l'importance. Et dans ce narratif-là, nous avons beau gesticuler, nous avons beau dire la vérité, finalement, cette vérité, elle peut être falsifiée, elle peut être effacée, elle peut être édulcorée de manière complètement ouverte et assumée. C'est un constat très, on va dire, pessimiste sur le monde qui nous entoure, le monde de demain surtout. C'est un constat réaliste. Nous ne sommes plus à l'ère du négationnisme. Nous sommes à l'ère d'un négationnisme d'atmosphère diffus, doux, face auquel on ne peut pas avancer d'arguments qui tiennent. Et c'est le combat des Juifs et d'Israël au XXIe siècle, d'accepter que notre vérité ne sera pas forcément entendue et de défendre le peuple juif et l'État d'Israël en ne nous souciant pas de l'opinion des nations. Et des conséquences. Et des conséquences. Alors justement, vous parlez beaucoup aussi dans ce livre de l'autocensure, du fait que, dès que ça touche à Israël, un sujet pareil, ce livre que vous avez contribué à diriger, n'est-ce pas, avec 80 contributeurs, on l'a dit, on va d'ailleurs en citer peut-être quelques-uns, ils sont très nombreux, hein, de tous les domaines, Gérard Larcher, Denis Charbit, Elie Barnavi, Georges Bensoussan, Michel Onfray, Abnouz Chalmani, Joël Mergui, Raphaël Yerushalmi, Sylvain Tesson, Michel Gad-Volkovitch, il y en a énormément. C'est ce qui est beau d'ailleurs dans ce livre, c'est que tous les aspects de cette catastrophe qui nous est arrivée sont traités, chacun avec sa sensibilité. C'est ça aussi qui est très joli. Je crois que personne ne savait ce que l'autre allait écrire. Oui, tout à fait. C'est important, ça. C'est important de laisser la parole s'exprimer dans différents domaines. Il y a l'analyse du crime, l'analyse juridique du crime. Il y a aussi un volet très important et qui était essentiel à mes yeux, qui était l'analyse de ce qu'on appelait le génocide, G-Y, la violence face aux femmes juives, aux femmes israéliennes. Il y a toute une réflexion sur la République française face au 7 octobre. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France, ce crime-là, et son effacement? Quels sont les enjeux?
évidemment, il y a un autre aspect qui est comment ce crime est vu depuis Israël. Et je voudrais ajouter à ce propos que notre livre, chaque couverture de notre livre porte le nom de l'une des 1160 victimes du 7 octobre. C'est-à-dire que ce livre, en même temps qu'il est un manifeste contre l'effacement justification du crime, il est un monument de papier rendant hommage à la singularité de chacune de ces victimes qui a été gommée. C'était une gageure éditoriale que David Reinhardt il a relevé ce défi. Ce n'est pas facile pour un éditeur de faire ça, de l'imprimer, mais chaque livre porte le nom des 1160 victimes et notre ouvrage est également ponctué par les photos des lieux de massacre de Ben Rosenblum. Je me suis rendue avec Ben sur les lieux de massacre et on y voit également des clichés de ces lieux. C'est comme si, malgré l'environnement ambiant, malgré justement cette volonté d'effacement du crime, vous avez voulu redonner vie malheureusement à tous ceux qui sont partis, à ces lieux qui ont été absolument saccagés, quoi, tout simplement. Absolument. En fait, vous savez, Cathy, moi je viens, de par mes parents, je viens du monde de l'ex-Union soviétique. En ex-Union soviétique, la Shoah sa spécificité a été complètement gommée par les discours du pouvoir, c'est-à-dire il ne s'agissait pas du génocide des Juifs, mais de massacre de citoyens pacifistes, de citoyens neutres. La spécificité du crime a été gommée pendant toute la période après la Shoah jusqu'en 1989. Et en fait, je connais trop bien la capacité d'un totalitarisme, ou aujourd'hui de ce que j'appelle un totalitarisme doux. Nous sommes dans une forme d'autocensure et de totalitarisme doux qui ne met pas les mots sur les faits, qui falsifie la réalité et qui gomme un massacre. Et je suis trop habitée par ce type de mécanisme pour pouvoir me taire. Et c'est notre rôle, notre devoir de faire vivre ces visages, de faire vivre le visage de Liel et de penser cet événement comme un événement unique, hors de son contexte. Hors de son contexte. Oui, parce que c'est pas simplement arrivé en Israël, ça a des répercussions dans le monde entier. Enfin, c'est absolument démentiel ce qui se passe autour de ça, autour de ce qui nous est arrivé à nous. Les conséquences pour le monde sont terribles. Alors, vous parliez de la France, justement, on est en plein dedans. Alain Finkielkraut parle de pétanisation des élites. Alors, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça va engager pour la France ? Je pense que le 7 octobre met la France face à un moment de vérité, un moment vertigineux, dans lequel, en fait, on est face à un schisme qui peut rappeler celui de l'affaire Dreyfus, séparant une gauche qui n'était pas à l'origine antisémite, mais qui verse dans un antisémitisme assumé, et une extrême droite dont l'ADN est celui du détail, dont l'ADN est antisémite, et qui se pose comme fer de lance du sionisme et de la protection des Juifs en tant que liés à Israël. On marche sur la tête. Nous sommes face à ce que Vladimir Yankelevitch appelait un châtiment métaphysique des Juifs après la Shoah. Et c'est pour ça que nous sommes renvoyés, comme Bernard-Henri Lévy l'a dit si justement, à la solitude d'Israël, qui est une source de désarroi, mais aussi de grande force. Alors, franchement, c'est passionnant. On apprend beaucoup de choses dans le livre. Bien sûr, des choses terribles, mais il y a des preuves, il y a des chiffres. C'est important aussi de remettre les choses, on va dire, dans leurs proportions telles qu'elles sont arrivées. Parce que nous aussi, malgré tout, même si on vit ici, on a été abreuvés de toutes ces fake news terribles. Oui. Et c'est aussi une manière peut-être pour vous de lutter contre ça ? Oui, il y avait une double ambition, si vous voulez. Il y avait un projet politique qui était de crier face à ce silence assourdissant et de dire il y a eu un crime contre l'humanité à visée génocidaire et en même temps il s'agissait de rétablir la vérité des faits.
de donner le nombre de victimes en nous appuyant sur toute une série de sources pour que les faits soient indéniables. En même temps, et j'oserais cette hypothèse, si vous voulez, ce pogrom effroi, ce pogrom génocidaire, ce pogrom crématoire sur la terre refuge d'Israël ne s'inscrit pas uniquement dans la lignée des crimes contre l'humanité du XXIe siècle. Il ne s'inscrit pas uniquement dans 2000 ans de violence anti-juive. Il a, de par sa dimension, son caractère quasiment irréel et improbable, une dimension qui nous échappe au niveau herméneutique. Il nous échappe dans l'interprétation et j'ai envie de dire que cet événement a une dimension biblique. C'est comme si nous avions été sur une scène biblique avec ce massacre, ces mamans brûlées vives avec leurs enfants, ces otages qui sont pris, certains qui sont sauvés par Tsahal de manière absolument irréelle. Il y a aussi l'irréalité des nations qui se retournent contre Israël. Nous sommes victimes d'un acte génocidaire et nous devenons les génocidaires eux-mêmes. Nous devenons les nazis. Ça, c'est absolument terrible, comment les victimes deviennent des coupables. Vous traitez cette thématique dans ce livre-là. C'est important de le préciser parce que c'est une question qui taraude énormément de personnes. Comment sommes-nous devenus les coupables ? Ce retournement victime-bourreau existe depuis très longtemps. Il existe en réalité depuis la première guerre du Liban, mais vous vous souvenez Cathy, sous la seconde intifada, alors qu'ici les bus explosaient tous les jours, nous étions évidemment les bourreaux du peuple palestinien. C'est un retournement qui peut être analysé, il a été analysé amplement par Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy. C'est le grand retournement de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est une manière pour l'Europe de se dédouaner de sa responsabilité de la Shoah, de laver un passé incertain. Et je ferai l'hypothèse que toute cette extrême droite qui se trouve à l'Union européenne et qui se pose en défenseur d'Israël, c'est une manière pour elle de se débarrasser de métastases, si vous voulez. Et il y a là quelque chose d'extrêmement troublant, dans le recyclage de la mémoire, dans l'effacement de l'ADN de ces mouvements-là. Il y a beaucoup vous l'avez dit, on va dire de problématiques justifiées, entre guillemets, par le conflit territorial. Or, on n'est plus du tout là-dedans, parce que si on écoute le Hamas parler, les chefs du Hamas, bien cachés, qui ne s'empêchent pas d'expliquer pourquoi ils ont fait ça, et de se justifier. Si on lit la charte du Hamas, on sait très bien que c'est un conflit civilisationnel, beaucoup plus que territorial. Mais est-ce que vous pensez que l'Europe, le monde, est prêt à accepter cette vision-là, qui les remettrait complètement en cause, en fait ? Alors, vous avez absolument raison. Le 7 octobre n'est pas son cadre interprétatif n'est pas le conflit israélo-palestinien, territorial, national, ethnique ou même religieux. Le cadre, c'est la passion destructrice de l'élimination d'Israël et de l'élimination du peuple juif. Est-ce que c'est audible, ça ? Alors, ce n'est pas audible parce que l'Europe refuse de voir deux choses. Elle refuse depuis le 11 septembre d'accepter que nous sommes dans une guerre civilisationnelle globale. Et je le dis sans attribuer, si vous voulez, une vision essentialiste à l'islam. C'est le Hamas lui-même, comme vous l'avez dit très justement, qui lance cette guerre civilisationnelle, premièrement. Et deuxièmement, et ça on le voit en Ukraine et sur d'autres terrains d'opération, l'Europe et l'Amérique se refusent de prendre la pleine mesure de l'ensauvagement du monde, que le monde a basculé, que nous nous trouvons dans un monde de violence extrême face auquel il faut mener des guerres violentes. Et nous sommes encore face à une Europe
qui reste dans les paradigmes de l'après-Seconde Guerre mondiale, de négociations sur des conflits territoriaux, que ce soit en Ukraine, en Israël ou face à l'Iran. Il n'y a plus de négociations possibles face à la Russie, l'Iran et le Hamas. Nous sommes dans une guerre ouverte face auquel il faut des alliances qui mènent des guerres ensemble. Des alliances courageuses, pour l'instant, on n'y est pas. Des alliances des braves. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Mais malheureusement, nous sommes seuls sur la piste à mener la bataille pour faire ce qui est juste. Israël fait en ce moment ce qui est juste. Alors, évidemment, ce livre, on peut le trouver en librairie. Mais ça n'a pas dû être facile parce que vendre un livre qui s'appelle 7 octobre, Manifeste contre l'effacement d'un crime, ça a été accueilli comment par les libraires? Eh bien, figurez-vous que beaucoup de libraires se sont montrés enthousiastes face au sujet du livre, mais nous ont dit ouvertement qu'ils ne pourraient pas le mettre en librairie car ils craignent pour leur propre sécurité. Donc, il y a là un phénomène d'empêchement. Les gens s'empêchent d'en parler, les gens évitent le sujet, car ils ont peur du regard des autres, ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur d'être classés extrême droite ou autre chose. Et donc, dans ce combat contre la vérité, nous sommes face à des gens, face à un évitement qui relève d'une autocensure démocratique. Vous savez, Alexis de Tocqueville, quand il parlait des démocraties, il parlait d'un danger mortel qui est celui de l'autocensure. C'est-à-dire qu'on ne parle pas parce qu'on a peur d'être arrêté, on ne parle pas parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur de ce regard qui va vous déclasser dans la société. Et c'est exactement ce qui se passe depuis le 7 octobre. Alors, est-ce qu'on pourra quand même le trouver sur Amazon? Oui, il sera vendu dans les librairies de France, de Belgique et de Suisse. On pourra le trouver en ligne, il est déjà en ligne, et nous allons le présenter lors d'une grande soirée de lancement du livre le 3 juillet prochain, le mercredi 3 juillet prochain, à la Maison de la Mutualité à 19h. Venez nombreux à cette présentation du livre. Tout le monde peut venir, c'est gratuit? Tout le monde peut venir, il faut s'inscrire en ligne. Si vous voulez, Cathy, je vous donnerai On mettra le lien, bien sûr. Et tout le monde peut venir à cet événement. Bon, voilà. Moi, en tout cas, nous, c'était vraiment un plaisir de vous entendre parler d'un sujet qui n'est pas facile, d'un sujet qui nous a tous bouleversés, dont on n'est pas sorti, malheureusement. On espère que de nombreux lecteurs liront ce livre, vraiment, parce que c'est un manifeste, mais c'est surtout, pour moi en tout cas, un témoignage incroyable avec vraiment des contributions exceptionnelles qu'il faut absolument lire. J'espère qu'ils seront nombreux, vraiment. Merci d'avoir été avec nous, Sarah. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.